écoutez, bonjour à tous. Donc nous allons parler groupe, et pas n'importe quel groupe en fait. Nous allons parler de l'entre-soi féminin adolescent. Mais pour pouvoir parler de cet entre-soi féminin adolescent, il a fallu rentrer. Et effectivement, j'ai travaillé 23 ans en protection de l'enfance, non pas en foyer, mais en prévention spécialisée. Et sur ces 23 ans, j'ai fait un choix professionnel, stratégique, néanmoins, de travailler spécifiquement auprès des adolescentes. Alors pourquoi ? Parce qu'il m'est arrivé d'entendre des rumeurs, des passages à l'acte de jeunes filles, mais ces jeunes filles sont invisibles dans l'espace public. Donc comment, dans le cadre de mes missions en protection de l'enfance, je pouvais exercer mes fonctions auprès de ces adolescentes, sachant qu'auparavant, bien sûr, on travaille avec les garçons qui, eux, occupent l'espace. Donc il a fallu mettre en place des stratégies. Et pour vous parler de cet entre-soi, eh bien, il faut être adoubé par le leader, sinon on ne rentre pas dans ces groupes. Parce qu'il y a une distinction à faire entre le groupe de pairs, l'entre-soi. Le groupe de pairs, c'est un groupe de copains, mixte, on se rencontre, on partage des choses, certes, mais on rentre chez soi, et ce groupe de pairs, même s'il exerce parfois une certaine pression, Dominique Pasquier, sociologue, parle de la tyrannie des pairs, exerce un certain regard. L'entre-soi est beaucoup plus fort. L'entre-soi doit être perçu comme... Non, c'est pas celle-ci. Excusez-moi. C'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc, en fait, la notion d'entre-soi... Aujourd'hui, nous sommes dans un entre-soi, puisque nous intervenons tous dans le cadre de la protection de l'enfance auprès de certains publics. Donc, c'est un regroupement de personnes aux caractéristiques communes. Et dans l'étude, donc, suite à mes 23 ans d'expérience en tant qu'éducatrice de rue, j'ai soutenu une thèse récemment, en 2017, sur l'univers féminin adolescent d'un quartier populaire, donc en Seine-Saint-Denis, puisque j'ai exercé dans des quartiers populaires en Seine-Saint-Denis. Et j'ai travaillé sur cette notion d'entre-soi que j'ai redéfinie, mais qui peut être aussi applicable dans des structures d'accueil, puisque l'entre-soi, en fonction de vos expériences, peut être aussi mixte. Dans le cadre de mon étude, l'entre-soi, ce sont des filles qui, à l'adolescence, résident donc dans un quartier populaire, qui peuvent grandir dans un entre-soi unisexe, parce que, comme le dit Sylvie Tissot, tout le monde ne rentre pas dans cet entre-soi-là. On exclut des personnes. L'entre-soi, c'est être parmi ses semblables. Donc nous verrons pourquoi et ce que cela veut dire. Et cet entre-soi, pourquoi il est fort ? Parce qu'il est créé par les filles, pour les filles, entre les filles. Donc les personnes qui sont exclues de cet entre-soi sont effectivement, dans un premier temps, les adultes, puisque l'entre-soi va s'autogérer. Donc elles vont éprouver les interdits, sortir de l'isolement, partager leurs histoires et les mêmes délires, vivre des expériences positives et négatives. Et donc c'est là où on va effectivement parler des conduites à risque, et tout en prenant confiance en elles grâce aux liens forts représentés par les adolescentes et par lui-même. Parce qu'effectivement, en fait, ce groupe va se vivre comme une famille de substitution. Et donc, dans le cadre de mon travail, j'ai aussi bien travaillé avec du collectif que de l'individuel. Et là, ce que nous allons voir, c'est comment l'identité collective, c'est-à-dire l'identité que va véhiculer l'entre-soi, va annihiler parfois complètement l'identité individuelle de l'individu, de la jeune fille, notamment celle dont on va voir la plus vulnérable. Donc voilà, quelles sont ces caractéristiques communes ? Donc ce que l'on a pu voir sur le terrain, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, c'est un entre-soi genré. Donc on en revient toujours à cette théorie du genre, qui est énormément défendue aujourd'hui. Moi, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré essentiellement des groupes restreints constitués de filles. Et l'entre-soi est extrêmement fort à l'âge collège.
C'est-à-dire que ce groupe se construit sur les bancs de l'école primaire et il va se renforcer au collège parce que souvent on est dans des collèges de secteur, donc on déplace le quartier dans le collège et donc on va retrouver l'entre-soi dans toute sa puissance sur cette phase collège, ce qui va effectivement poser des problèmes au niveau de l'institution scolaire, au niveau parfois au niveau des éducateurs et au niveau du pôle médico-social de l'établissement également. Donc pourquoi genre? Pourquoi cet entre-soi est composé uniquement de filles? Parce qu'on connaît très bien le fait que finalement, si on fait rentrer un garçon, donc le loup dans la bergerie, si on fait rentrer un garçon dans cet entre-soi-là, l'adolescente n'est plus vue comme sujet, parce que oui, ce dont j'ai oublié, c'est que l'objectif de ma thèse, c'était de démontrer et de partir du principe que les filles sont sujets et actrices dans leur construction identitaire. Certes, elles sont adolescentes, donc je ne reviendrai pas sur toute l'histoire que Claude a fait de l'adolescence, mais voilà, on est avec des adolescentes qui sont en quête de sens. Et donc, qui vont se construire dans la comparaison vis-à-vis de l'autre, mais qui vont être en permanence évaluées par les pairs. Donc, H24, et notamment par Internet, grâce à Internet, elles sont sans arrêt sous évaluation. Donc, quand on fait intégrer un garçon, eh bien, elles deviennent potentiellement des objets sexuels. Donc, les filles ont compris très vite, stratégiquement, puisque comme les filles sont actrices, et pour s'émanciper, et pour vivre aussi leur vie affective, et on verra que le groupe a un impact sur la vie affective des jeunes filles, eh bien, elles vont exclure les garçons. Parce qu'en groupe, que de filles, elles ne vont pas attirer le regard dans l'espace public. C'est un groupe de filles qui sort, tout simplement. C'est un groupe ethnoculturel. Effectivement, majoritairement, pour avoir travaillé avec 3-4 groupes, on avait peu de mixité. Donc des jeunes filles, on avait soit des groupes de jeunes filles nées de parents issus de l'immigration maghrébine ou Afrique subsaharienne. Parce que elles partent du principe, donc tout ce que je vais dire aujourd'hui, je m'appuie effectivement sur ce quotidien avec les adolescentes. Donc des adolescentes que j'ai côtoyées aussi bien dans leur famille, avec les parents, en présence des parents, sans la présence des parents, donc au domicile familial, à l'école, puisque j'intervenais aussi à l'école, dans les bus, dans la rue, dans les centres commerciaux, ce qui m'amenait parfois à des situations délicates quand on est dans des entre-soi, notamment avec un qui était fortement inscrit dans la culture de rue, donc qui était dans des passages à l'acte violent, de petite délinquance, vol, arrachage de sacs, harcèlement, raquettes, quelques velléités de vouloir braquer une banque, dans une agressivité permanente. Et donc là, on était dans des conduites à risque en permanence. Sociales, toutes des jeunes filles qui appartiennent au même milieu social, donc des classes populaires précarisées, donc des jeunes filles qui très vite et très tôt ont été confrontées aux difficultés relevant de la précarité économique, pauvreté relationnelle, des familles qui sont essentiellement monoparentales, avec une absence morale et physique du père, parfois des filles qui se construisent sans modèle masculin. Territorial, donc l'entre-soi va se construire à une proximité territoriale. Ça peut être des jeunes filles qui vont habiter dans un espace résidentiel proche, parfois dans un même immeuble, même ville, même quartier. Et ce qui fait en fait leur force, mais on va voir très vite que ça va devenir une contrainte. Donc pour comprendre cet entre-soi, quand on discute avec les adolescents, et je pense que dans les structures d'accueil, vous allez peut-être retrouver cela aussi, c'est qu'elles ont l'impression que finalement tout le monde est sur un même piédestal, un même pied d'égalité dans un groupe, ce qui n'est pas le cas. En fait, elles se trompent, elles partent du principe que nous avons conçu ce groupe ensemble, et que donc nous fonctionnons de la même manière, et que nous avons les mêmes droits et les mêmes obligations. Ce qui n'est pas le cas.
Donc, on va reprendre par exemple, ce que j'utilise souvent, c'est l'exemple du jeu de cartes. C'est-à-dire que même nous, aujourd'hui, nous avons un jeu en main avec des cartes. Cartes scolaires, cartes physiques, cartes juvéniles, nous, cartes professionnelles. De ces cartes-là, on va avoir des cartes plus fortes, des atouts, des cartes plus faibles. Donc, on peut avoir des cartes très fortes juvéniles, où on est vraiment inscrit dans un groupe et on a un réseau social très développé. On peut avoir effectivement des capacités intellectuelles très importantes et d'autres non. De ce jeu de cartes, on va en tirer des capitaux. Donc, les jeunes filles vont avoir un capital guerrier, donc c'est-à-dire que c'est celle qui va être en capacité de se battre, de défendre le groupe. On va avoir un capital relationnel, intellectuel, culturel, beauté, social, économique. Plus l'adolescente va cumuler ses capitaux, plus elle va être forte et plus elle va s'imposer au groupe. Et c'est elle, en fait, qui va faire référence et qui va dicter les manières d'être, de faire, de penser aux membres du groupe. Et c'est elle qui va, finalement, amener le groupe à agir. Moins l'adolescente est dotée en capital, plus elle va être vulnérable. Et on a rencontré des adolescentes qui, finalement, vont intégrer l'entre-soi. Tout à l'heure, vous parliez de protection pour être protégée. Parce que l'identité collective va être une force qui va pouvoir, à un moment donné, propulser l'identité individuelle et la protéger. Et on va avoir certaines adolescentes qui vont avoir un capital plus important qu'un autre. Et en fait, les adolescentes vont mettre, quand je parle d'identité collective, en fait, elles vont mettre ces capitaux-là au service du groupe, parce qu'elles partent du principe que seul, on est plus faible. À plusieurs, on est plus fort. Un exemple, je suis dans le bus avec 5 jeunes filles, elles ont 15 ans, attitude très rebelle, elles se sont donné un nom, elles s'appellent les Bella Chica. Pourquoi les Bella Chica? Leur réponse est parce que nous sommes belles et que c'est classe, en fait, d'utiliser ce terme-là, c'est aussi très sexy. Donc ce sont des jeunes filles qui, à 15 ans, sortent en boîte de nuit, participent aux soirées privées parisiennes, ont de multiples petits copains, pas n'importe quel copain, parce que dans ce groupe-là, nous sommes des jeunes filles où il n'y a aucune référence masculine, donc elles vont aller chercher cette référence masculine à l'extérieur, et que leur référence, c'est on va vouloir un copain, et donc dans ces conduites à risque, effectivement, elles ne vont pas aller chercher n'importe quel petit copain. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas aller vers ce qu'elles nomment le bolos. Celui qui va dire « je t'aime, t'es gentil, t'es jolie, je t'apprécie ». Elles vont, s'orienter vers les caïds. Donc là, on est dans cette représentation, dans leur représentation de l'homme, du garçon qui doit être viril, qui sache à un moment, je reprends leur terme, les recadrer. Donc ce qu'elles n'accepteraient pas d'un membre masculin de leur famille, elles vont l'accepter de la part de ce garçon-là. C'est-à-dire que, toujours en référence à leurs propos, il me donne une claque, ben c'est normal. Si j'ai fait quelque chose de pas bien, ben au moins ça montre qu'il m'aime. Donc là, on leur explique que ce n'est pas forcément ça, une démonstration d'amour, de sentiment. Mais dans ce groupe-là, si leur petit copain n'est pas en capacité de poser ce genre de règles-là, ce n'est pas un mec. Donc ça ne vaut pas la peine d'être leur petit copain. Et donc on a d'autres filles qui sont beaucoup plus vulnérables parce que leur jeu de cartes, elles n'ont pas suffisamment de force pour pouvoir s'imposer dans un groupe. Et que pour être protégées, elles vont s'associer à d'autres filles. Et ce que l'on retrouve par exemple, et on a ça, puis on a des filles qui vont être aussi influençables. On a des filles qui vont aller suivre ces jeunes filles-là, parce qu'elles ont des capacités à leur démontrer qu'elles peuvent accéder à des biens, à des services qu'elles ne pourraient pas faire seules. Donc, elles vont le suivre. Et ce qu'on retrouve dans le michetonnage, d'où les fonctions de l'entre-soi.
La première des fonctions, c'est un cadre initiatique. C'est-à-dire que à plusieurs, on se sent plus fort. Donc on va se sentir capable de franchir plus rapidement les limites. Un autre groupe, alors peut-être que vous connaissez le terme parce que les ados l'utilisent beaucoup, c'est qu'elles mettent en place des disquettes. Hein, donc les fameuses disquettes, eh bien, elles vont élaborer des scénarios. Et des scénarios pour tromper la vigilance des parents, des éducateurs, hein, pour effectivement obtenir ce qu'elles veulent. Alors, comment peuvent-elles faire? Eh bien, en fait, chacune connaît parfaitement bien le milieu dans lequel elle vit et dans lequel sa copine vit. Donc, elle sait comment l'adulte, que ce soit le parent, l'éducateur, va réagir face à la situation. Donc, en fait, elles vont créer un scénario pour chaque adulte. Et pour avoir comme but commun de pouvoir obtenir la fameuse sortie, la participation à une soirée, l'autorisation de sortir toute la nuit et de ne rentrer que le lendemain. Et donc, elles vont on pourrait nommer une certaine intelligence sociale, puisqu'elles ont bien compris comment les gens fonctionnaient et qu'elles vont mettre en place effectivement tous ces scénarios-là. Et elles vont être dans des passages à l'acte réguliers, puisque l'entre-soi donc est initiative et va être moteur. Donc il y aura toujours un membre, généralement celle qui a des compétences plus importantes pour impulser une dynamique. Donc cet entre-soi va conseiller, va dire ce qu'il est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire. Donc effectivement là nous sommes dans un regard de père, et en tant qu'adulte, en tant que travailleurs sociaux, effectivement là inversement cela nous heurte parce qu'on va rentrer dans des pratiques désencadrées et désinstitutionnalisées. Quand moi j'ai rencontré les filles il y a une vingtaine d'années dehors, il y avait une écoute, une attention au niveau de l'éducateur. On arrivait à poser des actes. Aujourd'hui, par exemple, certaines filles, quand elles sont dans cet entre-soi très fermé, cette famille, et bien parfois l'éducateur va en être aussi exclu. Parce qu'avant d'être éducateur, c'est un adulte. Et que donc il faut du temps pour créer cette relation de confiance. Voilà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cadre protecteur. Parce que toutes les filles n'ont pas les mêmes capacités à se défendre, n'ont pas la même histoire familiale, n'ont pas le même réseau social, ne véhiculent pas la même image à l'extérieur. Donc si on en revient à la vie affective et sexuelle, on peut très vite devenir une pute, une salope, parce qu'on a un comportement qui ne répond pas au code juvénile actuel. Donc le groupe va protéger. Et souvent, ce que les filles disent, ce que vous avez peut-être entendu, on saute. C'est-à-dire que si l'on touche à une fille du groupe, c'est le groupe dans son entier qui va réagir. Et c'est ce qui fait peur à l'extérieur. Je reviens dans ce fameux bus. Enfin, voilà, je suis dans le bus avec 5 filles. Elles ont dévalisé le centre commercial. En fait, je vais avec elles pour acheter des produits esthétiques. Je rentre dans le centre commercial, elles me regardent, elles éclatent de rire. Elles me disent, mais Katia, qu'est-ce que tu fais? Je fais, je viens avec vous. Je fais, non, on va à Linbel. Alors je fais, c'est quoi Linbel? On va voler. Ah, d'accord, je vous laisse. Mais je suis curieuse, malgré tout. Donc, je dis, je vous attends à l'arrêt de bus. Elles reviennent, les sacs ont un peu gonflé. On s'assoit, on monte dans le bus, dans le fond du bus, parce qu'il y a aussi l'utilisation du bus. Donc, les ados vont tout le temps dans le fond, parce que comme ça, ils voient qui rentrent, qui sortent. Ils sont observateurs, mais ils sont aussi observés. 8 minutes, d'accord. Et donc là, les filles déballent leur butin. Alors,
fard à paupières, rouge à lèvres, teinte pour les cheveux, enfin on l'a total. On est entouré d'adultes dans le bus. Bon, moi j'ai des pareils, bien sûr. Je suis adulte, bon, je suis pas sapée, enfin j'ai pas plein de trous. Voilà, je suis habillée comme aujourd'hui, donc on me regarde. Déjà on dit mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces filles-là? C'est qui? Et là, les filles parlent très fort. Elles sont très volubiles, elles occupent l'espace. En temps normal, on pourrait dire s'il vous plaît, calmez-vous. Là, on voit des adultes froncer les sourcils, hausser la tête, faire la grimace, mais personne ne va intervenir. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment que s'ils interviennent, c'est pas une fille qui va réagir, c'est 4 filles. Donc là, on n'est plus dans le même rapport de force. Et les filles le savent. L'entre-soi, dans ce cadre-là, les ados le savent. Quand elles sont à l'extérieur, peut-être en institution, elles savent que quand elles sont 5 face à une personne, face à 2 personnes, elles sont tranquilles. Même à plusieurs. Il m'est arrivé, dans la rue, de les voir changer de rue pour aller agresser une personne en face parce que, soi-disant, elle avait eu un mauvais regard. Donc, voilà. Mais cet entre-soi, il a beau initier les adolescents dans des conduites à risque, dans des passages à l'acte, les former, parce que on a aussi, je n'ai pas le temps, mais pour faire une étude aujourd'hui sur le michetonnage dans une ville en Seine-Saint-Denis, on a des jeunes filles, des groupes qui vont recruter aussi, hein, dans le terme de formation, aux sorties d'école. Hier, j'étais dans un collège, effectivement, ils ont constaté des personnes qui tournaient voilà, devant le collège et dernièrement, une maman, sa fille, a été recrutée en sortie de lycée. Et elle appartenait effectivement à un groupe bien spécifique. Mais dans ce cadre-là, il y a des règles et des obligations. C'est-à-dire que tout n'est pas beau. C'est-à-dire qu'on intègre un groupe pensant fuir et s'émanciper des adultes, de la famille, mais on va reconstituer une famille avec des règles, avec des contraintes qui sont encore plus rigides que celles de la famille originelle. Et donc, si ces obligations, en fonction de la place et du rôle joué de la fille, par la fille dans l'entre-soi, peuvent être vécues comme une contrainte, comme un service, comme un acte naturel, et donc il y a un contrôle permanent sur les filles. Et quand une fille va effectivement ne pas répondre aux règles et à ses obligations, il va y avoir tout de suite une sanction. Donc dans certains groupes, dans un groupe, ils avaient mis en place un conseil. Donc les filles se réunissaient, évoquaient la situation et voyaient entre elles quelle était la sanction à mettre en œuvre pour effectivement punir celles qui avaient osé transgresser les règles du groupe. Cet entre-soi-là, pour faire vraiment la distinction avec le groupe de pairs et avec la proximité territoriale qu'il peut y avoir, eh bien, tout à l'heure, Claude, tu parlais d'intimité, ben là, il n'y en a plus non plus. C'est-à-dire que tout se dit, tout se partage. Donc, rien ne peut être caché. Voilà, donc, oui, très vite. Donc, voilà, l'entre-soi a des coûts. Familial, scolaire, juvénile, temporel, mobilité. Donc, très vite, remise en question des valeurs familiales, parce qu'on va profiter de l'entre-soi, justement, pour confronter les valeurs familiales qui nous ont été transmises par nos parents. Donc, eh bien, on va voir si, effectivement, ces valeurs familiales, on peut les remettre en question. Donc, on va les confronter aux valeurs de la société, aux valeurs que les autres filles ont pu, elles aussi, hériter. On va tester les limites parentales. Scolaire, eh bien, on va se rendre compte qu'on opère un glissement de la 5e à la 4e, où on va avoir des adolescents qui vont rentrer dans ces phases de rébellion, d'autres non. Voilà, juvénile, quartier. Ah, excusez-moi, je fais très vite. Les risques. Les risques, eh bien, c'est quand justement vous retrouvez ces jeunes dans vos structures, donc rupture familiale, absentéisme scolaire. Là, dans l'entre-soi, dans certains entre-soi, je ne dis pas que ce sont tous les entre-soi,
Dans certains entre-soi, généralement où on a des familles très déstructurées, l'entre-soi va prendre la place de la famille. C'est-à-dire que là, les parents n'auront plus aucun mot à dire. C'est le groupe qui va décider. Voilà, donc l'entre-soi va s'organiser effectivement sur leur propre temps. Donc on va passer plus de temps avec l'entre-soi, moins de temps avec la famille, moins de temps à l'école, parce qu'on va utiliser tous ces temps-là pour l'entre-soi. L'entre-soi va nous permettre d'aller plus loin, de franchir les limites territoriales, d'apprendre à utiliser les transports en commun, donc d'étendre son réseau social. Mais voilà, les bénéfices, donc gagner en espace de liberté. J'ai pas parlé aussi de l'invisibilité, visibilité, c'est-à-dire qu'une fille seule est visible. On la voit, on voit comment elle se comporte, on y apporte de l'attention. Dans un groupe, elle est mêlée à la masse, elle devient invisible. Donc c'est pour ça que l'entre-soi est important, parce qu'à plusieurs, on va rentrer plus facilement dans les conduites à risque, on sera moins identifiable. Voilà. Et donc pour les filles, elles le disent, c'est une petite famille, donc qui est structurée et structurante à leur regard. Bien entendu, en tant que travailleurs sociaux, en tant qu'adultes, on est plutôt dans une structure qui nous fait peur parce que justement, elle va faciliter les conduites à risque, mais aussi les liens vont se distendre entre la famille, les adultes et l'adolescent. Voilà, je vous remercie. C'est vrai que si nous avions eu plusieurs journées à passer ensemble, on aurait bien ajouté à ce qu'on a dit sur l'entre-soi et bien également ajouter à quelque chose autour de nos parents qui ne marche pas. Merci, c'était simple. On aurait bien ajouté quelque chose évidemment sur les parents, hein, parce que évidemment il y a la famille, il y a les proches, il y a les proches du quartier, où tu aurais sans doute pu nous éclairer aussi, et puis l'entre-soi entre garçons également, qui aurait été intéressant. Donc j'ajouterais juste que effectivement si ça vous intéresse, mais il doit y avoir aussi d'autres documents, mais moi j'ai bien apprécié Rite de virilité à l'adolescence, donc bien sûr pour les jeunes garçons, de Breton, David Le Breton, et qui parle effectivement de cet espace public qui est quand même majoritairement laissé plutôt aux garçons, et du coup avec une sorte d'exclusion symbolique plutôt des filles. Donc on comprend encore mieux l'entre-soi, la question de franchir des péages d'hommes pour certaines jeunes filles, donc on comprend bien sûr en réaction tout ce qui se passe, et puis quelque chose autour évidemment de la sexualité dans tout ça, chez les jeunes garçons et chez les jeunes filles, dans ce contexte de virilité imposée, où il faut absolument démontrer qu'on est un homme, un mec, un vrai. Eh bien, tu vas devoir répondre à quelques questions. Bonjour. Je travaille dans une association de prévention et je voulais savoir à quel point il y avait un postulat sur la précarité de ces jeunes filles. Enfin, parce que moi j'ai l'impression que c'est des critères qu'on trouve dans la plupart des groupes adolescents peut-être même un peu plus différents chez les garçons, mais voilà, je me demandais à quel point la catégorie sociale entrait en jeu. Alors, aujourd'hui, c'est un des éléments extrêmement importants, puisque ces jeunes filles, on parle de société dominée, société dominante. Donc on travaille avec des jeunes filles qui ne peuvent pas accéder à des biens, parfois dans des familles à des biens primaires.
Et on est dans une société qui va démontrer que l'on va pouvoir accéder à ces biens, et là j'en reviens à la question du michetonnage et des conduites pré-prostitutionnelles, c'est-à-dire qu'on va donner à la fille la possibilité de pouvoir acquérir ces biens autrement. Donc oui, c'est un critère primordial, la précarité aujourd'hui des familles, parce que ces familles-là ne peuvent pas donner à ces adolescentes les biens qui sont vendus, les biens consommables, les biens de loisirs qui sont vendus par les médias aujourd'hui, par exemple, et par la société dominante. Donc elles ont envie d'y accéder. Mais pour y accéder, en majorité, celles que nous, on a côtoyées, des parents ne peuvent pas, n'ont pas les moyens de les faire accéder. Dans les quartiers dans lesquels nous avons travaillé, l'implication des garçons dans l'espace public était telle que même le service municipal de la jeunesse a dû en fait s'extraire du quartier pour monter une antenne spécifique filles dans un autre quartier. Donc les filles aujourd'hui ont compris que voilà, je reviendrai sur la notion de réussite. Aujourd'hui, les filles ont compris que pour réussir et pour obtenir des choses, elles vont mettre des stratégies en place. L'entre-soi est une stratégie. Elles vont utiliser leur capital beauté pour obtenir des choses. Mais tout ça, c'est parce qu'elles ne peuvent pas ou elles ont cette impression de ne pas pouvoir y accéder autrement. Comme beaucoup. Mais à un moment donné, il n'y a pas que la précarité des familles en ligne de compte, il y a un contexte global. Moi, quand il y a des groupes où ça avait vraiment un impact extrêmement important. Et là, on était dans des adolescentes qui étaient vraiment inscrites dans une culture de rue. C'est-à-dire où il y avait vraiment une précarité qui impliquait que l'adolescente, si elle avait besoin d'acquérir des biens, même primaires, ça peut nous paraître... voilà, on a des familles qui ne peuvent pas donner. On a des familles où moi j'avais des adolescentes qui ne mangeaient qu'un repas par jour. Des adolescentes qui fraudaient constamment. Donc vous allez me dire ça, mais tout le monde fraude. Oui, les conséquences ne sont pas les mêmes. Hein. Mais ça, dans certaines familles et dans la construction de l'identité de l'adolescente, ça a un impact. Mais il y a aussi à prendre en ligne de compte effectivement l'histoire familiale, la réussite scolaire, le contexte territorial, voilà. Il y a un ensemble de paramètres, mais ça a un impact quand même aujourd'hui, vu la société de consommation dans laquelle nous vivons. Mais c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait des conduites comme ça, prostitutionnelles chez des jeunes filles de la classe moyenne, éventuellement avec l'appui d'un groupe de copines. Mais c'est vrai que le cumul de situations de précarité, d'insécurité, donc c'est vraiment une insécurité globale, c'est une insécurité dans la vie matérielle, une insécurité affective, souvent une famille qui à cause de la pauvreté est devenue une famille complètement insécurisante, qui a éclaté. Bon, ce cumul d'insécurité fait que c'est bien plus observable dans les quartiers populaires, et puis les conséquences sociales sont bien plus délétères, parce que il y a moins de ressources pour reprendre en main et venir en aide, et que la ressource, c'est justement ce groupe qui crée cette illusion de protection, mais qui enfonce en réalité du compte donc la question de la précarité, elle vient comme un facteur tellement aggravant que c'est quand même un facteur très particulier qu'on ne peut pas... c'est vrai que ça peut arriver à d'autres adolescents, dans d'autres contextes. Ouais. En fait, c'était pas tant de... Effectivement, la précarité, j'entends que c'est un facteur d'autant plus fort de vulnérabilité, mais je trouve que les fonctions du groupe que vous avez décrites sont assez semblables ailleurs, en fait, et aussi de protection, en fait. C'était ça que je notais. Oui, c'est-à-dire que la notion de l'entre-soi, ce qui varie, c'est l'impact que ça peut avoir sur une identité individuelle. Et ça, les filles sont aperçues arrivées au lycée.
parce que en fait l'entre-soi va imploser au lycée. Pourquoi? Parce que on sait qu'on va se faire des filières différentes, donc des établissements scolaires différents, donc le temps n'est pas organisé de la même manière, donc on va finalement finir par exploser, ne plus se voir, moins se voir, pas utiliser les mêmes espaces. Et donc c'est à ce moment-là que les adolescents vont comprendre que, comme Adi par exemple, qui était leader, chef de bande, hein, qui était vraiment dans des passages à l'acte extrêmes, arrachage, qui a fait des séjours, voilà, hein, qui a fait pas mal de garde à vue, qui impulsait une dynamique et qui avait un pouvoir géographique, un pouvoir urbain, c'est-à-dire que quand elle était dans la rue, vous la voyez, et qu'elle occupait très bien le territoire, et que les filles la suivaient, parce que justement, elle avait cette aura. Arrivée au lycée, elle s'est aperçue, et même, bon, voilà, j'ai amené sa petite phrase parce qu'elle est assez parlante. Elle me dit comme ça, donc elle a 16 ans, en fait, si tu vois maintenant, je galère dans ma vie, c'est à cause d'eux, le groupe. Franchement, si je les connaissais pas, j'allais faire quelque chose de bien. Mais depuis que je les ai connus, ma vie est foutue. Je partais jamais en cours, je répondais mal à des profs et j'ai perdu 2 ans à cause d'eux. À cause de je fume, je suis noire alors que j'étais claire de peau. Donc, pourtant, elle était la leader du groupe. Hein. C'est elle qui décidait quand elle était malade, le groupe était malade. Quand elle séchait les cours, le groupe séchait les cours. Quand elle était virée, exclue du collège, le groupe suivait. Quand le père la jetait dehors, le groupe était là pour la recueillir. Quand elle a eu voilà, des interruptions volontaires de grossesse, le groupe était à 6h du matin pour l'accompagner à la clinique et attendait dans la salle d'attente. Voilà. Et quand elle a basculé au lycée, là, elle s'est dit, ouais, j'ai bien profité. D'ailleurs, elle me l'a dit, hein, Katia, voilà, j'ai 16 ans, j'ai tout fait. Maintenant, je peux reprendre une vie, entre guillemets, ordinaire. Même toi, t'as pas fait ce que j'ai fait, j'ai fait ça certainement, je n'en doute pas, et je n'y tiens pas non plus, effectivement. Donc voilà, oui, on peut retrouver ça dans d'autres groupes, mais les conséquences ne seront pas les mêmes pour ces filles qui n'ont pas tous ces capitaux ou qui n'ont pas toutes ces cartes, comme je les ai expliquées. C'est-à-dire qu'on a des jeunes filles qui, par exemple, Adi est arrivée en France à 9 ans. Donc pour tout le monde, c'était la blédarde, parce qu'elle avait encore des signes, voilà, elle parlait difficilement, elle n'avait pas acquis voilà, les logiques de l'apprentissage, mais par contre, elle savait en imposer, elle avait un charisme, voilà. Mais elle se battait contre ça. Mais c'est pas pour. Et elle s'en est aperçue bien après qu'au final, le rôle qu'elle a joué pendant ces années collège, ça a été à son détriment, alors que pourtant, c'était elle qui était la meneuse. Merci. On va rendre la parole à Isabelle, qui va nous présenter la suite. La suite.